Caramel. 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 Thierry Di Filippo, bonsoir. Interview enregistrée en fin de matinée pour cause de concert ce soir. Oui. Ce soir, vous êtes au Théâtre de Poche également demain soir à partir de 20h30, 21h. C'est ça, c'est 20h30 si je ne me trompe pas. Et je vous ai demandé de venir ce soir, outre le fait de parler du concert, mais à la limite, j'aurais pu simplement mettre de la musique et annoncer le concert de ce soir, ça aurait pu être suffisant, mais c'est vrai que j'ai été interpellé il y a 2-3 mois par un petit texte que vous aviez écrit sur les réseaux sociaux, comme on dit maintenant, oui. Où vous annonciez tranquillement que vous alliez changer un peu de style de musique, reprendre une guitare corde nylon et repartir sur autre chose. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, et après cette déclaration d'intention, je me suis dit que finalement, Thierry Di Filippo, vous étiez sur la scène toulousaine depuis un petit moment et que c'était intriguant de comprendre pourquoi d'un coup un artiste toulousain qui est sur la scène toulousaine depuis à peu près 30 ans pouvait se dire allez, je recommence autre chose. Alors on va peut-être faire les choses à rebours. Une petite rétrospective. Voilà. La guitare, c'est arrivé comment dans votre vie? C'est vrai que vous venez d'une génération où la guitare, c'était l'instrument roi, l'instrument phare, l'instrument de toutes les musiques. Oui, c'est vrai, ça, je pense que ça revient un peu en ce moment, j'ai l'impression. Alors, comment c'est arrivé dans ma vie? Moi, j'ai commencé la guitare vers 10 ans, à peu près 9-10 ans. Et ça a été une envie. Je crois que c'est tout simplement, un jour, j'ai vu quelqu'un jouer de la guitare, chanter en s'accompagnant à la guitare. Et ça m'a donné envie de me mettre à cet instrument, quoi. Et c'est aussi des choses qui arrivent en écoutant de la musique, en disant tiens, j'aimerais bien faire comme ce guitariste-là, celui-là il me plaît. Oui, bien sûr, ça c'est arrivé après à plusieurs reprises dans ma vie. Voilà, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs périodes où j'ai écouté de la musique, où j'étais inspiré par des artistes. Le premier guitariste marquant pour vous? Alors, celui qui est un peu sur le déclic, que vous écoutez lorsque vous commencez à la guitare? Pour moi, c'est difficile de dire le premier parce que au début, c'était assez flou pour moi, assez vague. Voilà, j'ai mis un moment avant de trouver un peu ma voix, comme on dit entre guillemets, quoi. Je pense que la première période où vraiment j'ai trouvé un petit chemin. D'ailleurs, ensuite, je me suis aperçu que c'était pas vraiment le mien, mais c'était Django Reinhardt avec le jazz manouche, ainsi que les autres guitaristes, c'est pas que Django. Ouais. Voilà, et ça a été une période assez longue dans ma vie où j'ai beaucoup joué de jazz manouche. On en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a eu quand même ce groupe assez emblématique à Toulouse qui s'est exporté un peu partout sur la planète, la Chaudrome. Oui. Si je me souviens bien, il y avait des bandes qui traînaient d'enregistrements faits en Australie avec ce groupe dont le contrebassiste était Joël Trolonge. Oui. Et il y avait Christophe Lartilleux aussi. Si le groupe existe toujours d'ailleurs. Et qui s'est relancé il y a pas très longtemps. Pour moi, personnellement, pour votre musique,
la première fois que j'ai écouté Thierry Di Filippo, c'était dans un trio qui n'était pas sans évoquer le trio McLaughlin, Paco de Lucia, Aldi Meola sur certains morceaux. On va en écouter quelques notes et on va parler de ce groupe. Avec beaucoup de respect, de modestie. Voilà, et ça s'appelait Gossip. Et c'était de la musique au début des années 90 qui passait pas mal sur campus. Sur ce trio, donc on est au début des années 90. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'était plutôt 94, quoi, par là. Alors ce trio, oui, c'est vrai, c'est un trio un peu spécial dans mon parcours. Ça a été une expérience importante pour moi, puisque c'était un peu le début de ce chemin dans le mélange et dans la fusion des musiques et des cultures que j'ai commencé et qui continue toujours, voilà, qui est toujours mon histoire. Et c'est vrai que c'est quand même votre marque de fabrique. C'est la musique que vous composez, elles viennent de plein d'endroits. Il y a une base qui peut être quand même le jazz, mais vous allez chercher, vous avez longtemps cherché dans l'apport des musiques tziganes, des musiques manouches, des musiques de l'Est. Oui. Vous êtes allé encore plus à l'Est avec, avec la découverte des musiques orientales. Et c'est vrai qu'on a dans votre parcours, on voit ça. Symbolisé par plein de groupes, Latchodrome, Swing 39 pour la partie Swing Manouche, Zarka et Zarka électrique pour la partie orientale. C'est vrai que vous avez été, vous êtes beaucoup là-dessus depuis le départ de votre carrière de musicien. Oui, je pense que j'ai mis du temps en fait, mais voilà, justement, ce que je propose aujourd'hui, c'est revenir à l'univers de la guitare nylon, c'est un peu un aboutissement de tout ça, dans lequel je reviens à mon instrument premier, qui était la guitare nylon, quoi. Guitare, oui. Je dis pas guitare classique parce que c'est trop connoté, voilà, c'est pas de la musique classique. C'est de la guitare nylon, voilà. C'est-à-dire on peut faire tout ce qu'on veut avec, hein, donc c'est un peu comme un piano miniature, on va dire. Voilà, et... La différence entre le nylon et les cordes métalliques, bon, je précise aussi, vous êtes nudiste, un joueur de oud. Oui, donc aussi, oui. C'est vrai qu'on vous voit aussi jouer avec un oud. Oui. La différence entre une guitare équipée cordes nylon et cordes métalliques? Alors il y a beaucoup de différences. La principale, je pense qu'on peut dire que c'est le son, hein, qui n'a rien à voir, puisque les guitares nylon, c'est ce qu'on utilise dans la musique dite entre guillemets classique. Voilà, quoique la guitare, c'est plutôt le répertoire sud-américain ou baroque et le flamenco par exemple. Ou la musique sud-américaine aussi, la musique brésilienne. Ouais, qui utilise beaucoup le nylon. Voilà. Et dans la différence avec les métalliques, c'est quoi? C'est un doigté particulier? Alors, en plus... C'est une longueur de note qui est nettement moins importante sur les cordes métalliques? C'est quoi? Non, on peut pas dire ça. Je pense que ça dépend vraiment des guitares. Mais c'est vraiment... la guitare nylon, c'est un son un peu plus rond, un peu plus doux, en général. Il y a aussi la technique, c'est-à-dire que très souvent, pas toujours, hein, il ne faut pas non plus cloisonner, mais très souvent on joue les guitares métalliques avec un médiator plutôt, comme dans le style manouche par exemple, ou dans beaucoup de styles de jazz. Alors que la guitare nylon va se jouer plutôt avec les doigts. Donc au niveau technique, ça offre des possibilités qui sont complètement différentes.
On va pouvoir, par exemple, quand on joue avec les doigts, choisir les cordes qu'on va jouer simultanément, et donc avoir un jeu qui se rapproche un peu plus du jeu du piano qu'avec une guitare, qu'avec un jeu au Mediator en tout cas. Donc je disais tout à l'heure, Gossip, c'est une de vos premières formations à Toulouse. Vous faisiez quoi en même temps que Gossip? Vous étiez sur... L'Atchodrome avait déjà commencé ou pas encore? Non, pas encore, non. Non, j'avais pas fait connaissance avec le jazz manouche encore, pas vraiment. Et donc, au milieu des années 90, arrive l'Atchodrome, donc une histoire quand même assez incroyable. Oui. Une formation toulousaine qui va s'exporter partout sur la planète. C'est vrai que vous avez fait une tournée en faisant le tour du monde, en passant, je le disais tout à l'heure, par l'Australie, mais par plein d'autres pays. Oui, c'est vrai, oui, c'était une époque de voyage. Oui. C'est quoi ce projet-là? Comment vous en êtes arrivé à vous lancer dans cette musique qui n'est pas forcément votre musique d'origine? Alors, c'est passé par la rencontre avec Christophe Lartilleux, qui était le fondateur de l'Atchodrome. Mais moi, j'étais déjà dans un autre groupe qui s'appelait Access Swing, et qui était aussi un groupe de jazz manouche. Voilà. Et en fait, comme je travaillais avec Christophe Lartilleux, à un moment, il m'a fait cette proposition d'intégrer le groupe. Et voilà, ce sont des choses qui se refusent pas, quoi. Donc, j'ai passé 2 ans avec l'Atchodrome. Voilà, là c'est une immersion de 2-3 ans dans cet univers-là, à ne jouer que ça. Voilà, c'est ça. Oui, là c'était vraiment très axé sur le jazz manouche. Oui. On va se souvenir un peu de cette période-là, un morceau extrait d'un des albums de l'Atchodrome, La Védrine. Et on écoute ce morceau-là. Thierry Di Filippo, la guitare est équipée en cordes métalliques. Là, ce sont des cordes métalliques. Oui, ce sont les guitares manouches, ce qu'on appelle les guitares manouches, donc qui sont des guitares de jazz acoustique, disons. Voilà. Et c'est vrai que l'étape suivante après l'Atchodrome, pour vous, ça a été la découverte des musiques orientales avec la création d'un nouveau projet qui a été Zarka. On parlera aussi de la collaboration que vous avez fait pendant une très grosse dizaine d'années avec la formation du chef d'orchestre marocain et percussionniste marocain Ali Alaoui. Mais c'est vrai que après là, vous êtes complètement immergé dans ces musiques orientales et essayez d'en faire quelque chose et de pouvoir les intégrer à votre musique. C'est quoi cette rencontre avec les musiques orientales? Elle se fait comment là? Alors ça, c'est parti. Alors je pourrais pas l'expliquer, mais un jour mon oncle est parti en Tunisie et il m'a demandé si j'avais envie de quelque chose de spécial, qu'il me ramène quelque chose. Et je lui ai demandé un oud, c'est-à-dire un luth oriental. Alors pourquoi? Je suis incapable moi-même d'expliquer ça. Voilà, ça a été l'esthétique de l'instrument. C'est vrai que c'est un très bel objet, un oud. Ah oui, tout à fait. Le côté ventru, c'est un très très bel objet. Et ça a été le début d'une histoire qui est hyper importante pour moi, quoi, qui représente
au moins la moitié de mon parcours musical et artistique, quoi. L'apprentissage du oud, il se fait comment? C'est un autodidacte ou vous allez voir? Moi, ça a été un en autodidacte, en écoutant beaucoup. Alors, le premier artiste que j'ai écouté, c'était Anouar Brahim. Puisque, voilà, toujours pareil, hein, moi, ce qui m'attire, ce qui m'intéresse, c'est le mélange des cultures et des musiques. Donc, ça a été le premier. Avant ça, je connaissais quand même Rabi Abou Khalil aussi. Mais je jouais pas encore du oud, mais j'écoutais déjà Rabi Abou Khalil quand même. Et aujourd'hui, je suis très, très attiré, très inspiré par des gens comme Dafer Youssef. Voilà, quoi. Vous disiez que ce qui vous intéresse dans la musique, c'est le mélange des genres, le mélange des cultures. C'est quand même une affirmation très politique par les temps qui courent. Tout à fait. De dire que je revendique d'ailleurs. Voilà, oui, mais vous avez l'air, oui. Oui. C'est vrai que c'est très très politique, cette façon de dire. Moi, je suis pour, à un moment donné, les rencontres de cultures. Eh bien, oui. C'est-à-dire, quand on est musicien, on est parfois frustré parce que c'est pas comme un chanteur, par exemple, qui peut porter des textes et dire des choses claires et explicites. Avec la musique, c'est plus difficile de dire des choses qu'on a envie de dire. Et donc, moi, ce qui est important dans mon parcours et dans ce que j'ai envie de donner aux gens, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas de frontières et qu'on peut aller chercher chez les autres des valeurs et des qualités qu'on peut utiliser, et inversement donner des choses aux autres. Voilà. Donc il y a cet aspect de se dire que on peut tous s'exprimer ensemble. Et ce qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est l'aspect improvisation. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment un faible pour la musique improvisée. Parce que c'est un espace de liberté, et par les temps qui courent, justement, où on a de moins en moins de liberté, c'est important de garder ça dans ce domaine artistique au moins, quoi. Ça aussi, c'est une profession de foi actuellement, de dire aussi que ce qui peut être important dans la musique et au-delà, c'est aussi ces espaces de liberté qu'on a intérêt à sauvegarder. Revenons à Zarka. Oui. Le projet de Zarka, le projet musical de Zarka, c'était lequel? Alors, le projet, c'était donc, autour de... Avec David Odrochi, David Odrochi au saxophone soprano, effectivement. Joël Trollonge à la contrebasse. Et Philippe... Et là, je ne vais pas vous aider. J'ai un petit trou de mémoire, là. Et Joël Trollonge, un vieux complice, qui était déjà de l'aventure de la Chaudrome. Oui, on s'est connus dans la Chaudrome, effectivement. Oui. Et donc le projet de Zarka? Et le projet, c'était clairement autour du luth. Mais avec ce côté mélange avec le jazz, avec l'improvisation, et puis même d'une manière générale, avec tout ce qui pouvait venir, voilà, tout ce qu'on pouvait avoir envie de faire. Et avec deux versions de Zarka, il y avait Zarka et Zarka électrique. Alors, Electric Zarka, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, qui n'a pas vécu très longtemps. Ça a duré 2 ans. C'était une expérience que j'avais envie de faire, une version, disons, du projet Zarka, mais avec un son plus actuel, plus électrique, plus électro même. Voilà. Et donc, en même temps que vous montez Zarka et que Zarka développe ses compositions, vous participez aussi donc à l'orchestre d'Ali Alaoui, donc percussionniste et très grand chef d'orchestre marocain installé à Toulouse depuis une vingtaine d'années, qui est un des professeurs de musical ici à Toulouse. Oui. Et là, vous avez rencontré la musique, la musique classique aussi marocaine. Alors oui, tout à fait. J'ai appris beaucoup de choses avec Ali. Je le remercie beaucoup pour ça. C'est vrai que c'est vraiment principalement avec lui que j'ai découvert les aspects traditionnels, à la fois populaires et aussi de la musique savante orientale, mais pas que marocaine, voilà. Aussi du Maghreb en général et un peu aussi de la musique orientale. Ce qu'on appelle les noubas et toutes ces formes, ces formes classiques.
Ça donne quoi de se plonger comme ça dans une culture classique qui vous est inconnue à ce moment-là? C'est quoi? C'est difficile d'y rentrer? C'est une façon particulière de noter la musique, de la concevoir, de l'arranger? C'est difficile d'y rentrer, oui, ça, on peut dire ça, parce que c'est une musique très complexe et très riche. Comment dire? Après, moi, c'est pas tellement mon propos de devenir un spécialiste de cette musique, ça n'a jamais été mon but. C'est plutôt d'en prendre des éléments pour l'utiliser dans ma création personnelle. Ah. Et votre création personnelle à ce moment-là, c'était Zarka, donc Ouais. autour du wood. On va en écouter quelques notes. Zarka, une improvisation avec un oud. On va peut-être juste rajouter quelque chose. C'est Philippe Cordelier, oui, le guitariste Cordelier, que nous cherchions tout à l'heure. Philippe Cordelier qui a joué avec Sandoval, mais qui jouait surtout dans un groupe qui a marqué aussi la scène toulousaine au début des années 2000, qui s'appelait Cascas, avec Nathanaël Pénicaud et Fabrice Van Dang, qui un très très grand groupe de musique du monde ici à Toulouse. Donc pour revenir à Zarka et au morceau que vous avez choisi, puisque c'est vous qui avez choisi ce morceau, de faire passer ce morceau-là ce soir, c'est vrai que ça fait un peu le lien avec ce que vous êtes en train de faire avec un retour aux cordes nylon sur une guitare, c'est laisser la place à l'improvisation, et ce que vous faisiez sur ce morceau de Zarka où vous improvisiez au oud. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau en fait, parce que effectivement c'est un morceau sur lequel je joue en solo. J'aurais pu choisir un morceau avec tous les musiciens, mais le choix de ce morceau, c'est pour faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui, effectivement. D'abord pas tellement par le fait que je sois en solo, mais par le fait qu'il s'agit d'un morceau complètement improvisé. Voilà, il y a eu une période en fait où on s'est mis en studio et puis on s'est dit, là on va passer une journée à ne faire que de l'improvisation totale. Et il en est sorti quelques pièces comme ça qu'on a soit mises telles quelles sur le disque, soit utilisées dans d'autres morceaux aussi pour faire des montages. Voilà. Avec ce côté un peu casse-gueule et plutôt funambulesque du musicien qu'on imagine arriver sur scène devant le public en se disant, et dans 30 secondes, qu'est-ce que je vais jouer, et c'est votre démarche actuelle. C'est ma démarche actuelle. Alors c'est pas complètement de l'improvisation, puisque je reprends quelques pièces de différents répertoires, que ce soit le jazz, le classique, même Hendrix à un moment, enfin voilà. Je m'interdis rien, j'ai envie de ne rien m'interdire et de faire vraiment ce qui me fait plaisir. Mais le concept global de ce concert, c'est vraiment l'improvisation. C'est-à-dire, je ne sais pas à l'avance quel morceau je vais choisir, ou si je vais jouer un morceau ou faire une improvisation, ou mélanger les deux.
Dans la tête, ça se passe comment ça? Parce que le résultat quand même, c'est un set qui peut durer 1 heure et quart, 1 heure et demie, avec quand même, on le voit, des morceaux qui s'enchaînent, Oui. avec des notes qui s'enchaînent. Au niveau de l'exercice mental, ça se passe comment pour le musicien là? Comment c'est automatique, c'est en même temps qu'il joue, il est en train de réfléchir à la suite, c'est quoi? Ou ça fait simplement appel au background musical et culturel qu'il a emmagasiné pendant des années? Alors, vaste question. Eh ben ouais. Je pense que ça fait appel à... Et il reste 2 minutes, donc Ah oui. on a largement le temps de la couvrir. Donc ça fait appel à beaucoup de choses à la fois, en fait. Hein. C'est évidemment qu'il y a tout le background, tout le travail qu'il y a derrière, toute l'expérience qu'on a de différentes formations, de différentes musiques. Et après, justement, la difficulté, je pense, c'est d'arriver à vraiment lâcher prise à un moment. Alors ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a des moments où on est dans un état un peu second, un peu inexplicable. Je crois qu'il y a même des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, hein, sur quelle est la façon de travailler du cerveau dans l'improvisation. Et je pense qu'ils ont découvert que très souvent, on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait. Ah ouais. Il y a cette espèce de transe, de coupure avec le monde et de se retrouver dans son monde intérieur. Voilà. Alors il y a plein de niveaux différents. Hein. Il y a des moments aussi où on a l'impression d'être à côté et de s'écouter jouer. Et en même temps, évidemment, on est en train de jouer, donc c'est très schizophrénique presque, quoi. Mais quand on arrive à cet état-là, c'est vraiment intéressant parce que là, à la fois, on est en lâcher prise, mais en même temps, on arrive à profiter de ce qu'on est en train de faire, quoi. Il y a un côté très mystique dans ce que vous racontez sur votre perception de l'improvisation. Mystique, je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment un plaisir que je cherche, moi, personnellement. Je pense que c'est le cas de la plupart des improvisateurs. Hein. C'est un plaisir réel, quoi, qui est... Voilà, alors après, je sais pas s'il y a un côté mystique ou pas. C'est quelque chose aussi qu'on donne au public. Parce que quand on peut improviser tout seul chez soi aussi, ce qui peut être un plaisir aussi, mais moi j'aime beaucoup la dimension aussi de connexion et de partage avec un public. Ça veut dire qu'en fonction des publics, il y a des choses qui peuvent... Il y a une interaction, il y a des choses qui peuvent se retrouver dans l'improvisation qui va suivre sur les 4-5 minutes après. Alors je pense que oui, ça peut influer, oui. Oui. Pas en grande partie quand même, parce que je sais pas si on peut dire qu'on est vraiment influencé par le public, mais je pense quand même un peu, oui, quelque part, oui. Donc ce soir, vous êtes au Théâtre de Poche, vous y êtes aussi demain soir. Le Théâtre de Poche, rue L à la Maine. Et puis le 13, vous serez au Récantou, toujours à Toulouse, voilà. Au 42 rue des 7 Troubadours. Et puis le 11 juillet, on pourra vous voir au Café Plume. Au Café Plume. Avec d'autres dates après qui suivent pendant l'été, mais on en reparlera sur les émissions du mois de juillet. Ce soir et demain soir au Théâtre de Poche, vous arrivez comme ça, avec votre guitare, vous dites bonsoir et c'est parti. Oui, c'est pour ça. une heure et demie de musique. C'est ça. Alors peut-être oui, je voulais parler un peu de ce projet. Ce récital de guitare en solo acoustique, effectivement, c'était un peu mon challenge aussi, c'était d'arriver avec la guitare et point final. C'est-à-dire, elle n'est pas sonorisée, et voilà. Ce qui donne un autre aspect au concert, quoi, qui est différent. Mais mon projet est en 3 étapes, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura une deuxième étape dans laquelle je vais utiliser de l'électronique. Et donc, au niveau des improvisations, elles vont peut-être partir sur d'autres chemins. Et voilà. Donc ça va être la deuxième étape qui va arriver bientôt. Et la troisième ? Et la troisième étape, c'est de partager cette expérience avec d'autres musiciens. Et donc de créer un collectif. Voilà ce que j'ai un peu commencé à faire. Je commence à travailler un petit peu avec d'autres musiciens, comme Aldo Guinard, par exemple. Ouais, le saxophoniste. Voilà, et flûtiste. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est la flûte chez lui.
Voilà, avec une chanteuse aussi. Voilà, dans le but d'étendre cette expérience à un projet plus collectif. Puisque c'est vrai que, quand vous parliez de chanteuse, vous avez longtemps joué aussi avec Françoise Gerling en duo sur des petites formations. Non, alors avec Françoise, on n'a jamais vraiment joué dans un groupe, disons, stable. Ouais. Ça a été plus des expériences d'improvisation, justement. Voilà, ou assez ponctuelles. Et que j'ai toujours énormément apprécié, quoi. Voilà. Et donc ce soir et demain soir au Théâtre de Poche, vous nous avez amené la guitare et on va faire la dernière partie de votre carrière de musicien, c'est-à-dire ce retour à la guitare corde nylon en solo, en attendant les autres étapes de ce projet qui commence maintenant, puisque c'est les premiers concerts là, que vous jouez dans cette formule. C'est depuis le mois de janvier. Voilà, le premier concert a été au mois de janvier 2018. Et donc, pour faire le lien avec ce que je disais en début d'interview, votre déclaration en disant « je pars sur autre chose, sur d'autres sonorités et sur notre façon d'appréhender la musique ». Et donc là, c'est la place à l'improvisation. Voilà, là c'est l'improvisation et le retour à la guitare nylon, que j'ai jamais vraiment quitté, hein, mais voilà. Donc Thierry Philippot, merci toujours d'être venu dans cette émission nous parler de ce nouveau projet. On se fera aussi l'écho des 2 prochaines étapes. N'hésitez pas à nous envoyer du son. Et là, on va simplement vous écouter. D'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Tartuffe, vous connaissez ce personnage de Molière, né de ses observations fines et assassines des hommes de son temps. Tartuffe, il y a même dédié une pièce de théâtre, Molière, une pièce de théâtre qui fit scandale à sa création en 1669. On a même interdit les représentations publiques de cette pièce de théâtre. Faut dire que ce personnage de religieux hypocrite, gluant et concupissant avait tout pour énerver la hiérarchie catholique du moment. C'est d'ailleurs l'archevêque de Paris qui en avait demandé la censure. Depuis, un Tartuffe, dans le langage commun, est synonyme de menteur, d'imposteur, de fourbe, de faux cul, de faux jeton, de félon, de trop poli pour être honnête et de Judas. Et bien voilà que cette semaine, un nouveau Tartuffe vient d'apparaître dans une époque qui en compte déjà pas mal. En reconnaissant devant les juges qu'il interrogeait dans la semaine sur une nouvelle plainte de viol, la réalité de relations extra-conjugales qu'il entretenait avec la plaignante, Tariq Ramadan, le prédicateur vedette de l'islam européen, vient de se placer illico dans la grande famille des faux culs qui parsèment l'histoire des religions planétaires. À relire les prêches de Tariq Ramadan, les textes de ses interventions à la télé, à la radio et dans les journaux, on pouvait croire que pour lui, la fidélité dans le cadre de la sacro-sainte cellule familiale était le nec plus ultra et l'oméga des principes moraux essentiels de l'islam. Mais en admettant avoir sciemment transgressé ces principes dont il s'était fait l'avocat passionné, Tariq Ramadan se révèle sous un autre jour. Voilà le prédicateur devenu Tartuffe et le guide religieux farceur théologique. En France, l'adultère, et l'incroyant que je suis s'en félicite, n'est pas un crime. Par contre, le viol, si. L'enquête dira si l'un prévaut sur l'autre. Reste à savoir si Tariq Ramadan pourra longtemps encore continuer à donner des leçons de morale à tout le monde. Cacher ce sein que je ne saurais voir, disait Tartuffe en reluquant la poitrine généreuse de son interlocutrice, la langue plutôt pendante. L'important est ce que je dis, mais pas ce que je fais, pourrait rajouter Tariq Ramadan, qui reste néanmoins mis en examen pour 2 autres plaintes de viol faites à son encontre. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme. Un départ un peu particulier ce soir, vous l'aurez compris, mais le programme est assez riche. Nous avons commencé par un entretien enregistré ce matin par Raphaël, notre stagiaire catalan, parce que oui, Radio Campus a des stagiaires catalans et même des catalans espagnol, c'est vous dire si nous sommes modernes. Donc merci à Rafa en tout cas de nous avoir fait la technique pour cette interview ce matin. Donc un entretien avec le guitariste et oudiste Thierry Di Filippo en prélude aux 2 concerts qu'il donnera ce soir et demain soir au Théâtre de Poche à 20h30. Et puis dans un instant et dans la deuxième partie de cette émission, eh bien, nous aurons le plaisir et l'avantage de retrouver 3 musiciens d'incendiés volontaires. Ils étaient venus ici il y a un petit mois, mais au vu du programme pléthorique ce jour-là, ils n'avaient pu parler que 5 minutes de leur nouveau projet. On leur a dit de revenir. Ils sont là avec moi ce soir pour parler donc de ce projet, l'album et le groupe Incendiés Volontaires. Avec moi Sandra Da Silva, Nicolas Laforgue et Zédrine, 3 membres de ce groupe de rock scandé, comme ils disent, anciennement connu sous le patronyme de Bruit qui court. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Entre Chamfort, Gainsbourg et Dancefloor, l'univers psychédélique de Moodoid parle d'amour, de séduction, de plaisir, mais aussi des difficultés que l'on peut connaître en aimant. Amené par Pablo Padovani, le fils du saxophoniste de jazz, Moodoid prend le parti esthétique de mélanger sons électroniques et instruments acoustiques, funk rock et disco. Et le pire, c'est que ça marche. Miss Smith, extrait de Cité Champagne, le nouvel album de Moodoid, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
l'été, bien après, tu regrettes que les choses soient passées comme ça. Tu ne peux revenir en arrière, c'est trop tard. Ce choix, c'est poursuivre ton instinct et pur, suis ta route, loin de moi. Je t'ai fait du mal sans avoir réfléchi. Je suis partie avec lui. Je regrette que les choses soient passées comme ça. Maintenant, je le sais, c'est l'amour avec lui. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel, mou. Voilà, deuxième partie de l'émission avec Incendié volontaire. Nicolas Fourcade et Sandra Da Silva sont à ma droite, Zédrine à ma gauche. On parle tout de suite de ce nouveau projet, Incendié volontaire. Nicolas Fourcade, c'est la Forgue. Fourcade, c'est joli aussi. Hein. Ouais, et puis c'est un autre guitariste aussi. C'est un autre guitariste, Nicolas Fourcade. Nicolas Laforgue, c'est quoi exactement ce projet ? Ce projet Incendié volontaire, c'est donc comme tu le disais, Bruit qui court. On est un groupe qui a une quinzaine d'années sur Toulouse. À la fin de notre dernier album, on a le bassiste historique du groupe est parti. Et donc on a cherché un remplaçant. On a ensuite rencontré d'autres personnes qui ont intégré le groupe. Voilà, donc il y a Théo Romier qui est arrivé à la guitare, il y a Léa Cunibrette qui est arrivée au saxophone, Zédrine qui est arrivée aux machines, et puis on s'est dit que finalement ça n'avait plus grand chose à voir avec ce qu'on faisait avant, donc on a décidé de repartir de zéro, changer d'identité parce que le son qu'on produisait était différent, en tout cas, était en rupture avec ce qu'on pouvait faire avant. En quoi est-il en rupture ? Parce que ça reste quand même quelque chose d'assez énergique, qui reste très marqué par une énergie plutôt rock. La façon d'aborder aussi la voix reste un peu celle qu'on connaissait avec Bruit qui court. En quoi le son est-il différent ? L'apport du sax, par exemple, a amené... Ouais, c'est un peu tout, la guitare, l'apport du sax, Zédrine, notre manière aussi de composer, puisqu'on compose d'une manière complètement différente par rapport à avant. Donc, je trouve qu'il y a une ouverture musicale qui est bien supérieure à ce qu'on pouvait faire par le passé. On n'a plus peur de faire de la musique, véritablement, à mon sens.
C'est un album où on fait beaucoup plus de musique qu'avant. J'entends le fait de faire des arrangements, de faire d'aller plus dans la mélodie, d'aller plus loin dans le travail musical. Voilà, pour moi c'est un ensemble. Puis après aussi il y a le fait que c'est une rencontre avec 3 nouvelles personnes. On était 3 anciens avec 3 nouvelles personnes, donc forcément humainement on se retrouve dans un studio de répétition. Tout change, les équilibres changent, les dynamiques changent. Mmh. On va peut-être écouter tout de suite un premier morceau pour se mettre dans l'oreille ce que maintenant vous faites avec Incendié Volontaire, que l'on a pu voir il y a à peu près 3 semaines au Métronome pour la première de ce nouveau répertoire. Donc album éponyme Incendié Volontaire, le morceau s'appelle aussi Incendié Volontaire et c'est le groupe Incendié Volontaire qui l'interprète. Zédrine, est-ce que cette fois j'ai tout juste? Je crois. C'est parfait. Allez, Incendié Volontaire. Que les coups portés, que les gifles, que les bleus disparaissent et crèvent dans un oubli au goût de pisse, que la dernière humiliation rencontre enfin quelqu'un à sa taille, baisse les yeux de peur de ramasser, que le vulgaire se taise dans un flot de colère et disparaisse dans le plus beau des niques ta mère, et que la rage emporte dans sa fulgurance l'inutile et le garde, que la rage emporte dans sa colère leur rire et leur mépris, que la rage enflamme les corps, que la rage enflamme les coups et nos victoires arrachées aux monstres. Incendié volontaire. Sa colère, leur rire et leur mépris, que la rage enflamme les corps, que la rage enflamme les coups et nos victoires arrachées aux monstres. Incendié volontaire. Incendié Volontaire, le morceau qui ouvre ce nouvel album, avec des thématiques qui tournent toujours autour de la destruction et de la révolte, de la rage, avec peut-être un fil rouge sur cet album-là, la présence de monstres. On vient de les entendre juste sur les dernières strophes de ce morceau-là. Les monstres qui, sous pleine de formes, prennent une place très importante dans cet album. Nicolas Laforgue. Ouais, les monstres, c'est un peu ils sont pluriels, quoi. Il y a les monstres qu'on rencontre dans leur vulgarité la plus totale, comme les gens qu'on a élus, les gens qui voudraient être élus, les gens qui vont poser des bombes, Tariq Ramadan, ce genre de gens, quoi. Donc ça, c'est les monstres qu'on connaît, qu'on a identifiés. Et après, il y a les monstres personnels. Il y a la peur, l'angoisse qui nous attrape. On ne sait pas pourquoi, à 2h du matin, et on est obligé de se mettre carreau parce qu'on a trop d'angoisse. Donc ça, c'est les monstres. Voilà. C'est un peu les salauds, c'est mes salauds sartriens, quoi. Sauf que du coup, je les ai ingérés aussi. Mes salauds, ils sont aussi personnels, quoi. Donc il y a ça, c'est le monstre. Voilà, c'est un peu ces combats qu'on mène en permanence contre nous, et à commencer par nous. Et puis aussi des fois le fait que des fois on se trouve dégueulasse, quoi. Les petites hontes qu'on a au quotidien, quoi.
Le mec qui vient demander une pièce, on lui donne pas une pièce parce qu'on n'a pas de pièce, donc voilà, mais qu'on a profondément honte de baisser les yeux, de regarder ailleurs, enfin voilà, toutes ces petites choses là, jusqu'après aux monstres plus simples à identifier qui nous écrasent aujourd'hui, quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous composiez de manière différente avec cette nouvelle formation et ce nouveau collectif Incendies Volontaires. N'empêche que c'est toujours vous qui continuez à écrire les textes. Les textes, ça a toujours été moi, ouais. Une façon de se libérer aussi des monstres, de poser tout ça sur le papier. Ah ben, complètement. C'est le principe, je pense, de tous les chanteurs, enfin de tout musicien déjà, qui s'exprime, de tout artiste. Mais oui, pour moi, c'est clairement un moyen de se délester de plein de choses. À chaque fois que j'ai pas besoin d'aller voir un psychanalyste, du coup le concert c'est une psychanalyse pour moi. J'exprime, j'ouvre mon ventre à chaque fois devant des gens qui sont venus m'écouter, donc c'est très bien. Oui, il y a vraiment de ça, ouais. Avec cet aspect quand même qui reste très présent dans ce que vous écrivez, même si musicalement la fureur est moins présente que dans ce qu'on a pu entendre sur vos derniers projets, ceux de Bruit qui court en particulier, la rage reste présente dans l'écriture, peut-être moins dans les arrangements, mais la rage elle est toujours là dans ce que vous pouvez produire comme texte. Oui, c'est sûr que c'est des textes qui sont rageurs. Il y a toujours, j'ai toujours aimé les écorcher dans la musique et dans la manière d'écrire. Des gens voilà, moi c'est ce genre de personnes qui me touchent. Et donc forcément, ça se retrouve après, mes influences se retrouvent forcément dans ce que je peux écrire. Donc il y a forcément la rage et puis la colère qui est présente dans mon écriture. Ouais. Nouveau projet, en quoi ce projet-là est-il différent de vos productions antérieures? Sandra peut-être aussi peut expliquer un peu, puisqu'elle fait partie aussi des historiques de ce collectif. Elle est là depuis 2002, depuis la création de ce collectif. Voilà, tout à fait, bonjour. Alors Nico a parlé du point de vue des textes et de la construction. Je dirais que musicalement, quand même, il y a eu une grosse différence du fait de l'arrivée des nouveaux musiciens. Pour ma part, je sais que je me suis beaucoup recentrée sur le piano, qui est mon instrument d'origine. J'avais exploré d'autres sons, plus d'orgue sur les autres albums. Et là, j'ai fait le choix de vraiment rester sur du piano classique. Et pour moi, c'était vraiment important. Et ça m'a permis de composer différemment et d'amener d'autres choses aussi et de les proposer à l'ensemble du groupe. Et puis l'énergie commune et la création de tout le monde par-dessus ces parties-là, ça a permis de donner un son qui est nouveau, un peu différent. Et Zédrine, donc vous êtes un des nouveaux là sur ce collectif de 6 musiciens. Comment l'avez-vous intégré et comment on s'intègre justement dans une aventure qui a quand même une petite quinzaine de vies antérieures lorsque vous arrivez dans ce groupe? En fait, en 2 étapes assez enthousiasmantes dans les 2 cas, à savoir d'abord de dire tiens, Bruit qui court cherche de nouvelles directions pour composer son nouvel album, on va se prêter au jeu et donc on arrive sur un univers qui existe déjà en disant moi je me nourris de ça et puis je viens voir ce que je peux un peu apporter dans la musique pour ouvrir des nouvelles portes. Et puis sur un deuxième volet qui est de dire en fait finalement vu l'équipe qu'on a sur le plateau, on va plutôt partir sur un nouveau projet, une nouvelle identité et dire qu'on reconstruit ensemble autre chose. Et donc là, encore très enthousiasmant de se dire tiens, c'est bien, ça c'est quelque chose qu'on dessine ensemble vraiment, donc qui décomplexe encore plus pour dire tiens, je sais pas si j'étais très complexé au départ sur les propositions, mais en tout cas de se dire voilà, les portes sont bien ouvertes pour dire tiens, on propose de nouvelles choses et on voit comment ça redessine une musique, quoi. Avec un rôle qu'on vous assigne qui était pas celui que l'on vous connaissait jusque-là, vous écrivez pas, vous ne prenez pas la parole et vous êtes derrière à fabriquer des ambiances et des sons. Voilà. Oui, c'était quelque chose que je cherchais depuis assez longtemps parce que je travaille quand même sur de la production instrumentale à petite échelle depuis assez longtemps et il y a quand même quelques titres de mon répertoire personnel qui sont des compositions à moi mais que j'ai toujours arrangé avec d'autres et puis je m'étais aperçu que tant que je tenais le micro, j'arrivais pas à me consacrer avec le même plaisir à juste la musique.
et puis aussi de retrouver une dynamique de groupe où je cherche pas à concevoir comme un beatmaker vraiment la musique d'un morceau sur lequel je poserai ou pas, mais de concevoir toute la musique, mais juste d'être un musicien parmi d'autres qui amène des éléments. Donc une position que j'avais jamais tenue et que j'étais curieux de découvrir. Donc ça, c'est avec beaucoup de plaisir, quoi. Nicolas Lafort, vous disiez tout à l'heure que les compositions, que la façon de composer était différente avec ce collectif-là qu'avec le précédent. En quoi ? Déjà parce qu'on a fonctionné d'une manière qu'on n'avait jamais essayé avec Bruit qui court, c'est qu'on a beaucoup composé en résidence. Donc sur des moments où on se retrouve vraiment ensemble. Résidence, voilà, vous vous retrouvez ensemble sur une semaine, 10 jours, voilà. Alors, dans un moins, lieu, toujours parce le même. parce que bon, on travaille un peu tous à côté, donc on avait 3-4 jours, 4-5 jours. Donc on s'enferme. Et puis on travaille toute la journée et toute la nuit. Et puis il y a aussi cette idée aussi de partager des instants, quoi. Et oui, on mange ensemble. Un soir ça marche pas, et ben on décide de faire traîner le repas plus longtemps, on fait la fête ensemble. Comme ça après quand on repart, on apprend à se connaître tous ensemble. Quand on repart dans le studio pour composer, il y a des idées nouvelles qui arrivent parce qu'on se fait plus confiance aussi, parce que Zedrine, moi je le connaissais en tant que parolier, en tant que chanteur, parce qu'on se connaissait depuis très longtemps, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc voilà, apprendre à se connaître, et puis voilà, et le fait de composer l'album en 2 sessions de résidence, il y a une instantanéité, il y a quelque chose de plus naturel qui se crée. Donc là, déjà pour moi ça c'était complètement différent comme manière d'envisager le truc. Ce premier opus d'Incendier volontaire, c'est quelque chose qui déjà vous satisfait en disant ça va nous permettre aussi, c'est la première étape et le premier jalon d'un chemin qui pourra aller nettement plus loin. Ouais, tout à fait. Moi, je suis extrêmement heureux de cette aventure qu'on a vécue déjà, de ce qu'on a vécu là. Parce que j'ai rencontré des gens formidables avec qui j'aime beaucoup faire de la musique, et puis je suis très fier des morceaux qu'on a sortis. Moi, je pars toujours du principe, quand je vais écrire un morceau, quand on va enregistrer un morceau, je pars toujours du principe qu'il faut que ce soit le meilleur morceau que j'ai jamais écrit. Je pars toujours dans l'objectif, je me dis, ce morceau, il faut que ce soit le plus beau morceau du monde. J'y arrive jamais, mais moi, mon objectif, c'est ça. Donc, et je trouve qu'on a essayé, il y a 11 titres et on a essayé de faire les 11 plus beaux morceaux du monde. On n'y est pas arrivé, mais c'est ça. Il y a cette idée, il y a cette parce que sinon il n'y en aurait plus. Exactement. Mais il y a cette idée d'absolu, quoi, de colère et de radicalité. Voilà. On n'a jamais essayé de copier, on a essayé de produire ce qu'on avait dans le ventre. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, moi, quand je l'écoute cet album, je suis fier de tous les titres et je suis fier de ce qu'on a fait. Voilà. Donc sur scène, on s'éclate, donc on est très heureux d'être ensemble. Donc ouais, complètement. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à la dernière fois où vous êtes venu, c'est que entre les deux, il y a eu le concert du Métronome. Donc première rencontre sur ce projet-là avec le public. Je suppose que le public, c'était des gens qui vous connaissaient déjà de vos autres projets. Qu'est-ce qu'il a pu y avoir comme retour de ce public-là ? Vous en avez déjà eu depuis ? Oui, on les a rencontrés après, quoi. Déjà après le concert, tu bois un coup avec eux, tu pendant un peu. Et pendant. Mais oui, c'est des moments qui sont touchants, quoi. C'est des moments où tu présentes ton projet pour la première fois, t'as peur à en vomir, tu montes sur scène et tu présentes ton projet, et puis on a eu des retours fantastiques, quoi. Mais alors après, c'est toujours pareil, quoi. Évidemment, c'est des gens qu'on connaît, donc on était très heureux d'avoir ces retours. Une chose est sûre, c'est qu'ils nous ont tous dit après le concert qu'ils comprenaient le changement de nom, le changement d'identité, qui est pas clair au départ, évidemment, puisque tout d'un coup, on a l'impression que c'est presque un côté, on va faire du neuf avec du vieux. Ouais. Et là, ils ont compris à ce moment-là, les retours que j'ai eus, c'était on comprend pourquoi on vous avait changé de nom. On comprend pourquoi vous avez décidé de changer d'identité. L'apport du sax dans ce son-là, il est important ou pas ? Et il est voulu dès le départ, ou c'est simplement une rencontre qui fait que vous vous dites tiens, on va intégrer du sax, ou c'est quelque chose qui est voulu dès le départ de ce projet-là ? Avec Bruit qui court, on avait voulu amener des cuivres sur le dernier album. On avait travaillé avec Eric Paulet au trombone, et ensuite Eric est parti, et du coup Léa l'a remplacé, elle, au sax. Donc elle a transposé les parties. Donc quand on est parti sur Incendier volontaire, on a encore plus rajouté de matière synthétique. Alors que moi, le Moog a une place beaucoup plus importante, le Moog que je joue, les parties de Zedrine synthétiques, et il y a le piano qui est pas synthétique, mais qui est quand même un clavier, donc il y a que la guitare finalement, qui amène un vrai instrument réellement dynamique, au sens qu'évidemment le piano est dynamique, mais la guitare amène cette espèce de son, voilà.
Et le sax a beaucoup de place du coup là-dedans. Le sax a énormément de place. Comme il y a beaucoup de sons synthétiques, ou de clavier, ou de piano, voilà. Et la guitare qui joue beaucoup en nappe, qui joue beaucoup pour amener de la texture aussi, de l'énergie, de la puissance. Le sax amène un côté virevoltant au truc, quoi, qui amène un peu beaucoup de vie, d'énergie, quoi. Donc c'est important pour nous. Par exemple, Léa peut pas jouer sur le prochain concert en juillet avec nous, donc on a demandé à Jérôme Bievlo de la remplacer au sax, parce que pour nous c'est indispensable. Comment se négocie sa place là dans le groupe? C'est quelque chose qui lui est dit d'entrée, on te laisse cette place là, va falloir que tu la prennes? Sandra? Non, on décide pas grand-chose à l'avance en fait, hein. Ça se fait plutôt spontanément et naturellement, et c'est vrai que les résidences ont vraiment permis ça, de s'apprivoiser et de chacun petit à petit trouver sa place, dire tiens sur ce morceau je rajoute ça, mais on n'avait pas défini grand-chose. En fait on s'est réunis, on savait pas trop ce qu'on allait faire et ça a donné ça et on est content. Donc ça a donné ça, on va en écouter un deuxième morceau et juste après vous nous direz un peu où est-ce qu'on vient vous voir cet été, puisque je suppose que quand même il va y avoir des concerts pour vous dans pas très longtemps. On écoute Ce qu'elle gagne, toujours extrait de ce premier album Incendié volontaire. Gagne en fureur, en colère et en cri. Ce qu'elle gagne en beauté, en radicalité affirmée et défendue. Ce qu'elle gagne en face à face, œil pour œil. Ce qu'elle gagne en lumière et en fulgurance. Ce qu'elle gagne en liberté, à s'en briser les poings. Ce qu'elle gagne en dignité face aux monstres, face au drame. Ce qu'elle gagne en violence, œil pour œil. Ce qu'elle gagne en lumière et en fulgurance. Ce qu'elle gagne, elle ne le rend pas. Ce qu'elle gagne, elle ne le rend pas, non. Ouais, on se le disait hors micro, j'adore vraiment ce titre. Et vous le disiez aussi hors micro, Zédrine et Nicolas. C'est vrai que ça part comme quelque chose qui pourrait être un peu longué, l'histoire de quelqu'un qui apparemment va pas très bien, mais il y a une forme que vous trouvez en cours de route qui permet à ce morceau d'exploser, alors que le départ est quand même assez plan-plan. Et ça, c'est quoi? C'est l'impro qui le permet? C'est ce travail de résidence? C'est l'enregistrement comme ça au jour le jour qui permet de trouver d'un coup cette forme-là vachement libre, qui permet de sortir un peu de ce côté noir et plan-plan du texte. Là-dessus, moi clairement, Sandra, c'est un garde-fou là-dessus. C'est que dès que moi je suis hyper mélo, quoi.
Et j'ai aucun problème à faire une chanson ultra Voilà, triste. c'est Mélo que j'ai cherché. À me rouler par terre de tristesse pendant 3 minutes, j'adore. Et puis Sandra, dès que je propose un truc comme ça, elle fait mais non, mais ça on se fait chier, putain. Ça va, c'est triste. Et donc du coup, elle amène l'idée, voilà. Et puis après tout le monde, c'est comme personne n'est en lead réellement. Tout le monde vient contredire. Non, on va pas faire ça. C'est trop, c'est pénible. On va faire autre chose. Donc et puis on fait des concessions et puis voilà. Et sans jamais le consensus, parce que le consensus c'est chiant, mais on arrive à trouver des nouvelles voies, quoi, des nouvelles voies, qui permettent de passer l'obstacle. Sandra a donc un rôle très important. Voilà, Incendié volontaire, nouveau collectif, nouveau projet. On vous voit cet été où? Quand je dis on vous voit cet été, nous balancez pas un concert à 500 km, on ne viendra pas. Non, donc, non, dans le coin. alors, bon, peut-être que mardi, mais c'est pas sûr du tout, mais je le dis quand même. Peut-être que mardi, on joue à la Cave Rock pour les cheminots. Mais on attend la réponse parce que c'est hyper compliqué comme organisation. C'est très long. Voilà. Donc c'est le deuxième. Il y a 15 jours, il y en avait un au Bikini, le concert de soutien avec Thomas Jiménez qui avait partagé votre affiche ici il y a 3 semaines. Donc peut-être qu'on a la Cave Rock mardi, c'est pas sûr, mais peut-être. Dans tous les cas, allez-y, parce que ça va être bien. Et puis ensuite, on fait le Pistouval, la Pistoufleurie, qui est une super salle familiale et où on adore aller jouer. À Cassagnaber, ils font un festival cette année et puis on est invité à jouer, donc on est ravis. Et puis la Pistoufleurie, c'est un lieu, moi, qui me... Parce qu'on a créé l'album, on l'a écrit l'album en grande partie là-bas. Ils nous avaient prêté le lieu. Voilà. La Cassagnaber dans le Cousseran, dans le Comminges, là-bas. Tout à fait. Voilà, un petit village improbable. Et on se demande comment il peut y avoir une salle de concert avec autant de concerts dans l'année. C'est ça. La moitié de l'album est sortie là-bas. Ouais, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, Incendié volontaire, il y a un album qui est sorti. On peut se le procurer partout en ville. Je suppose que vous êtes vous aussi des jeunes gens modernes sur Internet. C'est que sur Internet cet album. D'accord. Que en numérique. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, à très bientôt en tout cas. Nous, on continuera à passer cet album ici parce qu'il y a des morceaux qui sont très, 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 très chouettes. Et puis, on se quitte là-dessus. Je vous rappelle simplement que pendant tout le week-end, c'est la fête de l'UMA. Ça commence demain et ça se terminera dimanche avec des groupes comme Brassens, Not Dead, la Ritana Tropical, les Blues Brothers, la Brigade du Kiff et Tiwiza. Ce soir à la CAFPO, à partir de 19h, c'est le début des lectures des 1001 nuits. On va se replonger dans l'univers de Scheherazade. Ça commence ce soir à 19h, ça se termine dimanche en fin d'après-midi. Et puis ce soir, soirée musicale avec Denis Badeau au Taquem Musical, c'est l'école de musique. Donc Denis Badeau va jouer un solo et va jouer aussi avec les musiciennes de cette école de musique. À l'impro, il y a le Land Quartet, sax.